Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo donc pour la série des top 15 des meilleurs poids lourds de l'histoire. Et aujourd'hui, on va reparler d'un boxeur qui est peut-être beaucoup plus haut dans la liste de beaucoup de gens. On va parler de Jack Dempsey. Voilà, un boxeur très connu qui a été remis un peu sur le devant de la scène par le manga Hajime no Ippo. On aura l'occasion d'en parler un petit peu. Globalement, je répète rapidement, aujourd'hui on est là pour essayer de montrer un petit peu qui sont les 15 meilleurs boxeurs poids lourds de l'histoire. Aujourd'hui on va se focus sur mon 13e, Jack Dempsey. Ce classement est basé sur globalement qui les gens ont battu. C'est évidemment un petit peu de feeling, il n'y a pas de statistiques derrière ou quoi que ce soit. Mais évidemment, ce que je prends en compte principalement, c'est la qualité de l'opposition, plus que les titres, etc. Je prends également en compte si jamais il y a des boxeurs qui ont été esquivés. On va voir que c'est le cas ici, par exemple. C'est un classement qui est subjectif, bien sûr. Donc si jamais vous avez Dempsey beaucoup plus haut, grand bien vous fasse. Nous, on est là pour débattre un petit peu, essayer de revoir la place que Dempsey a pu avoir dans l'histoire, et essayer de se demander avec le recul, oui, ça a été une icône, oui, c'est un boxeur extrêmement populaire, oui, c'est un boxeur intimidant, oui, c'est un boxeur de plein de choses, mais a-t-il été un grand poids lourd? Il a été populaire? Oui. A-t-il été grand? C'est ce qu'on va essayer de voir ici. Globalement, je vais commencer par faire un rappel de la carrière de Jack Dempsey, avant de, à chaque fois, faire l'addition. Voilà, on va passer à la caisse, et puis on va essayer de justifier, de se poser la question, Dempsey, grand poids lourd ou pas. S'il est 13e, c'est que oui, c'est un grand poids lourd. Globalement, j'ai l'impression que chaque boxeur de cette liste, je vais devoir soit justifier pourquoi je le place aussi haut, soit justifier pourquoi je le place aussi bas. Et Dempsey, j'ai l'impression qu'il fait plutôt partie de la deuxième catégorie. Donc un peu comme Holyfield. Évidemment, Dempsey est un très grand boxeur, sinon il serait pas là. Mais évidemment, un peu comme Holyfield, je vais devoir casser du sucre, expliquer pourquoi est-ce que moi je ne l'ai que 13e, parce que je pense que peu de gens l'ont aussi bas. Alors, voilà. Mais bon, écoutez, il y a juste trop de gens, il y a juste trop de gens. Et techniquement, hein, c'est un boxeur qui est vraiment fantastique, et que je pourrais mettre top 1, juste il y a 12 mecs que je considère mieux que lui. Mais dont Usyk, toujours, j'avais dit qu'il était dans le top 15, il est toujours pas là. Mais où se trouve donc Usyk? Donc ouais, je considère qu'Usyk a un plus grand palmarès poids lourd que Dempsey. Ça fera débat, ça fera débat. Mais bon, il faut bien. Évidemment, voilà, je vais quelque chose que j'ai pas non plus répété, mais je peux aussi être amené à changer d'avis. Évidemment, je tourne ça, j'ai pas encore pu débattre avec les gens, mais je vais essayer de m'en tenir au top que j'avais avant débat. Mais bien sûr, hein, peut-être que dans 2 ans, en fait, je vous dirai que non, mais TM6 c'était le meilleur de l'histoire. Peut-être, peut-être. Alors, globalement, Jack Dempsey, c'est un type qui a combattu dans les années 10 et dans les années 20. 1910 et 1920, donc ça commence à faire. C'est un type qui a été champion du monde poids lourd, on va y revenir. Ça a été une icône nationale, le boxeur le plus populaire de son époque. Y a-t-il eu au moment, enfin, il a en fait atteint un pic de popularité qui était tel que je me demande s'il n'a pas été à ce moment-là le boxeur le plus populaire de l'histoire. Je pense que si, assez largement. Et je pense qu'il est resté pendant un bon moment d'ailleurs, parce que les champions poids lourds d'après lui ont pu manquer un peu ce charisme que Dempsey avait. Mais Dempsey, c'est avant tout un voyou. C'est avant tout, en fait, exactement comme on peut imaginer la grande majorité des boxeurs très bons de l'époque. Hein. C'est un mec qui se bat, et donc c'est un voyou. Mais un peu comme beaucoup dans la boxe de l'époque, les voyous vont acquérir une certaine noblesse, justement par la boxe, qui est le noble art. Et du coup, Dempsey, qui a vraiment des débuts qui vont être très miséreux, va en fait atteindre un standing assez haut, hein, jusqu'à aller date et sortir avec l'une des actrices les plus en vogue de l'époque à Hollywood. Il acquiert une popularité immense, etc. C'est un type qui va avoir également une boxe extrêmement agressive, ce qui va participer beaucoup à son aura. C'est un type qui croit en l'offense avant tout, qui va d'ailleurs se montrer assez rude envers d'autres boxeurs, notamment Charles, quand il sera arbitre. J'aurai l'occasion de revenir quand on parlera de Charles, qui sera dans ce top 15, évidemment. Donc voilà, c'est un type qui, lui, c'est la castagne. De toute façon, ça s'est vu dans Hajime no Ippo, hein, puisque c'est un boxeur qui est cité dans Hajime no Ippo. Globalement, Dempsey, c'est un boxeur avec un centre de gravité très bas, qui va envoyer essentiellement des crochets et des uppercuts, et c'est un type qui vient pour détruire. Il va avoir un pourcentage de KO vraiment exceptionnel, et notamment il va aligner une quantité de KO au premier round qui est vraiment énorme. C'est quelque chose qui était assez sans précédent à l'époque, de voir un boxeur aussi agressif, et en ce sens, hein, il a vraiment montré que, en fait, oui, tu peux rush un mec et essayer de le mettre KO le plus vite possible et t'en sortir. C'était, j'irai pas jusqu'à dire que c'était novateur, mais c'était assez peu vu comme style de boxe à un niveau extrêmement haut. Évidemment, c'est super excitant, donc ça en a fait un boxeur extrêmement populaire, et malgré tout, avec toutes les limites qu'il apporte avec ce style, hein, certes, il a un centre de gravité bas, donc c'est assez facile de réaliser des esquives, notamment rotatives,
mais tu peux facilement te faire outbox, et on va y revenir, puisque c'est un boxeur qui a pu être outbox. Il a des débuts qui sont vraiment très humbles. Globalement, il boxe pour manger. À l'époque, on est très très loin de gagner des millions de dollars, etc. Donc c'est un type qui vraiment commence la boxe pour manger. Tant et si bien que c'est littéralement la définition du combattant affamé, là, le hungry fighter, et qu'on a des moments où c'est avéré, où Dempsey a perdu des combats parce qu'il n'avait pas mangé depuis très longtemps. On va revenir, je suis plus sûr exactement de contre quel adversaire c'est, j'ai rapidement regardé avant, j'ai pas trouvé. Je crois que c'est contre Jim Flynn, on va avoir l'occasion d'y revenir. Du coup, il a perdu un combat par KO parce que le mec n'avait pas bouffé depuis 3 jours. On en est là, c'était ce genre de combat qu'il y avait à l'époque. Donc en gros, MC va commencer sa carrière en 1914. C'est un type qui va avoir la chance de ne pas partir à la guerre. Ce qui va d'ailleurs lui valoir beaucoup de critiques. Parce que c'est un type qui n'a pas fait la Première Guerre mondiale. Il va combattre 14, 15, 16, 17, 18, il va combattre tout le temps. Et il va, pendant pas mal de temps au début de sa carrière, en fait, être un combattant assez médiocre. Il va vraiment affronter des journeyman, il va vraiment pas du tout être dans un game de je suis là pour être contender poids long et je suis là pour choper un titre. Enfin, si, c'est son but, mais c'est pas du tout ce qu'il va faire. Et il va rester vraiment avec des qualités d'opposition, on peut le dire, assez faibles, pendant une bonne partie de sa carrière. Également, il va avoir des soucis de manager, sans doute. On l'a déjà vu avec Walcott, un manager, ça peut changer une carrière en boxe. Et ça va également être le cas pour Dempsey, qui va rencontrer en 1916 son futur manager, qui va le suivre tout au long de sa carrière, qui s'appelle Jack Kearns, que j'appelais Kearns pendant toute la suite de la vidéo. Ce manager va permettre en fait à Dempsey d'émerger en tant que contender poids lourd, et va vraiment donner énormément de momentum à la carrière de Dempsey. Et avant cette rencontre avec Kearns, on a un boxeur qui a des KO, qui a des victoires au point, qui a des égalités, mais qui en vrai rame un peu contre une opposition qui est assez médiocre. Alors je dis rame, il a quand même une grande majorité de victoires, parce que j'ai oublié de le mentionner. D'ailleurs, on est sur un boxeur qui a 68 victoires pour 6 défaites. Voilà. Bon, rame, il faut le dire vite, mais globalement, on n'est pas sur un boxeur qui va affronter énormément de très bons adversaires. Sa carrière de journeyman va culminer lorsqu'il va se manger un KO en 25 secondes contre Jim Flynn, qui était un bon contender de l'époque. C'est à peu près à ce moment-là qu'il va rencontrer Jack Kearns et que sa carrière va commencer à gagner un petit peu de momentum. Son premier fait vraiment notable, c'est une victoire au point contre Gunball Smith, qui était un contenders poids lourd, qui avait été un bon contenders, mais qui était quand même sur le déclin à ce moment-là, il faut le dire. Et Dempsey va en fait aligner à partir de fin 1917 et pendant toute l'année 1918 une série de victoires assez impressionnantes dans lesquelles il va en fait affronter beaucoup de gens. Étonnamment, il va encore faire pas mal de 4 rounds sur cette année-là. Bon, je dis ça, en vrai, il en fait que 3-4. Mais il en fait plus que ce qu'on aurait pu penser. C'est une époque différente à l'époque. Parfois on combattait en 20, parfois on combattait en 6. Il faut dire que comme on combattait, toutes les semaines parfois, 4 rounds, c'était déjà pas mal. Il va affronter en fait à ce moment-là des bons adversaires. Notamment, il va battre 2 fois Carl Morris, qui était un bon contender poids lourd, pour qui il avait été sparring partner dans les années précédentes, dans sa période de journeyman. Il va réaffronter Jim Flynn, qui cette fois-ci va KO en un round, donc en lui rendant l'appareil. Il va également affronter Billy Miskey, qu'il aura l'occasion d'affronter pour le championnat du monde, on y reviendra plus tard. Et enfin, il va aussi affronter Fred Fulton, par exemple, qui était un très bon contender, ainsi que Battling Levitsky. Il va réaffronter Billy Miskey, qui va battre. Il va réaffronter Carl Morris, qui va battre. Il va réaffronter Gunball Smith, qui va battre. Bref, vous voyez qu'il affronte quand même pas mal de bons combattants. Il va affronter Eddie Smith aussi, qui était, je crois, un plutôt bon combattant. Et évidemment, ce que je dis pas, donc c'est que ça, c'est sur une période d'à peu près 1 an, où il affronte tous ces gars-là, et il gagne la grande majorité de ces combats-là par KO. Le premier combat contre Morris et Smith, c'est en décision en 4 rounds. Après 4 rounds, c'est pas beaucoup non plus. Il va ensuite gagner par disqualification contre Morris. Et ensuite, il va étaler Flynn par KO. Miskey, ça sera une décision. Il va affronter Fulton, il va battre Fulton par KO, puis Levitsky par KO, puis de nouveau Miskey à la décision, puis Morris par KO, Smith par KO. Et ensuite, il va enchaîner une série de 6 KO au premier round, ce qui est quand même assez sans précédent. Donc ça, c'est sur 1919, où vraiment il va enchaîner des KO au premier round à l'appel. Et notamment en janvier 1919, où, permettez-moi, KO premier round le 16 janvier, KO premier round le 20 janvier, KO premier round le 23 janvier, KO premier round le 29 janvier. Bon, voilà, lui, il a bien rentabilisé son janvier. Alors, évidemment, on peut remettre en cause la qualité de son opposition à ce moment-là, et c'est vrai, il n'a pas affronté non plus le top 3 de la KT, mais voilà, quand même, c'est un contender qui s'est placé vraiment haut dans l'échiquier. Évidemment, j'ai un peu de mal à remonter exactement, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de classement précis, notamment le Ring Magazine n'était pas encore là pour nous faire des classements annuels de tous les combattants, donc c'est dur de vraiment vous dire, voilà, ce gars-là, il était sur le tard, vraiment ce gars-là, il était très très bien placé. C'est un peu plus compliqué que pour d'autres époques, et ce ne sera pas le seul boxeur pour lequel ce sera un peu dur.
on y reviendra. En tout cas, il arrive donc en 1919, en étant quand même considéré avec un palmarès de 61 victoires pour 4 défaites et 10 égalités. Mais bon, il y avait aussi des newspaper décisions à l'époque, donc c'était un peu compliqué. Et il a une chance d'affronter le champion du monde qui s'appelle Jess Willard. Jess Willard, c'est le type qui a battu Jack Johnson, c'est cet énorme Golgoth là qui fait plus de 2 mètres, qui pèse 240 pounds, ce qui était des poids et des tailles qui étaient vraiment très très peu vus à l'époque. On aura l'occasion d'en revenir lorsqu'on parlera de Jack Johnson, mais Johnson c'était ce champion noir à qui on a cherché un espoir blanc pour le battre, parce qu'il faisait chier tout le monde de par son comportement. C'est plus compliqué que ça, mais en gros tout le monde le détestait, noir comme blanc, pour des raisons dans lesquelles j'entrerai un peu en détail en parlant de lui. Et donc il y a une recherche du grand espoir blanc pour terrasser ce noir qui faisait chier tout le monde. Ce grand espoir blanc a été trouvé en Jess Willard, qui a donc battu Johnson, qui était à l'époque champion du monde poids lourd, et très bien coté, parce que Johnson c'était un très bon boxeur, Willard l'a battu. Willard c'était pas un peintre du tout, hein, et notamment Willard avait également malheureusement tué quelqu'un sur un ring, donc c'est un boxeur qui était considéré comme étant intimidant. Et notamment lors de ce combat contre Dempsey, même si Dempsey a quand même enfilé au total 6 mecs par KO au premier round. En fait, beaucoup de gens pensent qu'il va se faire complètement baiser par Willard, parce que malheureusement Dempsey est un combattant qui est assez petit, et donc beaucoup de gens lui donnent en fait assez peu de chance contre Willard. Je vais essayer de vous retrouver les poids précis du jour de combat. Malheureusement, je ne les ai pas affichés, alors attendez, je vais vous chercher ça rapidement. Promis, je fais de mon mieux. Tac, je vais essayer de ne pas fermer les ongles en même temps. Au moment d'affronter Jess Willard est à 245 pounds, tandis que Dempsey est à 187 pounds. Donc il est en dessous de la limite actuelle des lourds. Donc autant vous dire qu'on n'est pas sur un Golgoth, quoi. D'ailleurs, Dempsey était un combattant qui combattait autour de 190 pounds. Donc c'est typiquement des poids qu'on retrouvait pour des poids lourds à l'époque. Et en fait, ce combat va être un massacre, puisque dès le premier round, Dempsey va envoyer 7 fois au tapis Willard. On se pose 2 secondes, 7 fois au tapis en un round. Alors, il y a des choses qui s'expliquent, notamment le fait que, malgré tout, il faut rendre à César ce qu'était César. À l'époque, il n'y avait pas encore le fait de devoir aller dans un coin neutre lorsqu'on mettait quelqu'un à terre. Et donc, il y avait la possibilité, complètement débile, de foutre un type à terre, puis de rester, comme ça, les bras croisés. Le mec se relève, puis il lui met une baigne, et le mec retombe. Et c'était... alors bon, du coup, les gens avaient des techniques pour réussir à se relever sans se faire directement étaler. Mais bon, évidemment, ça n'a pas aidé Willard à rester debout très longtemps. En fait, tant et si bien qu'il va finir le round par terre, dans son coin, l'arbitre en train de le compter. Il va y avoir des petites histoires dans ce combat, notamment, il y avait tellement de bruit dans la foule, les gens étaient tellement surexcités de voir ça, que l'arbitre, enfin le mec qui s'occupe du temps, va siffler la fin du round, parce que la cloche était pétée. Il va siffler la fin du round, mais l'arbitre va pas l'entendre. Et Willard va rester dans son coin plus de 10 secondes. Alors à l'époque, on pouvait être sauvé par le gong, hein, c'est une expression qu'on entend toujours, mais c'est plus possible actuellement en boxe. Mais à l'époque, c'était le cas, on pouvait être sauvé par le gong. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 minutes 55 du round, on va à terre. Si jamais le compte en fait, ne pourra pas atteindre 10, la cloche de fin de round va sonner et on va avoir le droit d'être ramené dans notre coin neutre. Et donc à l'époque, si on se fait mettre à terre à 2 minutes 55 du round, pour être déclaré KO, il faut rester comateux 1 minute 5 et 5 secondes. Pour du coup rester comateux dans les 5 secondes de fin du round et pendant toute la minute de repos. C'est un truc qu'on peut plus faire maintenant. Si on est à terre à 2 minutes 55 du round, eh bien le round se termine lorsqu'on s'est relevé, et si on se relève pas, le combat se termine. À l'époque, c'était pas le cas, on était sauvé par le gong. Et donc c'est exactement ce qui va arriver en fait à Jess Willard à ce moment-là. Au moment où la cloche sonne, le compte est à 7, Willard est sauvé par le gong. Reste que l'arbitre n'entend pas sonner, et du coup Willard reste à terre. Il n'a pas entendu sonner non plus, hein. Willard il était juste out, donc il va être déclaré KO par l'arbitre. C'est un KO premier round pour Dempsey, c'est exceptionnel. Donc Dempsey rentre dans ses vestiaires, puis en fait l'arbitre se rend compte qu'il a fait une erreur d'arbitrage, donc il ramène Dempsey, puis il refait combattre les deux pour un round 2, bref c'était vraiment, on est sur de l'artisanat. Bon malgré tout, vous vous en doutez, Dempsey va continuer d'allumer son homme, et va finir par gagner par corner retirement à la fin du troisième. Et donc, sans trop de problème, Dempsey devient le champion du monde. Il y a des débats sur ce combat-là, et notamment, beaucoup considèrent que Dempsey avait triché sur ce combat, parce que la manière dont il a complètement détruit Willard, c'est exceptionnel, hein, je vais essayer de vous retrouver exactement les trucs, mais en gros, il a pété des côtes, il lui a pété le nez, il lui a fracturé le visage. Alors attendez, je vais essayer de retrouver tout ça. Mais c'est très très violent, ce qui va faire vivre à Willard. C'est vraiment très très violent. Bon, si je ne retrouve pas tout de suite, c'est pas très grave. Mais le savon qui va faire passer à Willard est vraiment terrifiant. Voilà, donc il va lui péter des dents, plusieurs dents, il va lui péter des côtes, il va lui péter le nez, il va lui péter la mâchoire.
et il va le couper. Donc on est sur un massacre, comme rarement on a pu voir de massacre dans l'histoire de la boxe. On peut, je pense, parler, faudrait que je fasse le calcul, mais de prise de titre la plus impressionnante de l'histoire. Bon, faudrait que je fasse le compte, il y a peut-être d'autres prises de titre qui sont exceptionnelles. En tout cas, je doute qu'on puisse en trouver beaucoup qui soient plus extra que celle-ci, y compris les KO au premier round dans les années 80 avec Dox et Weaver. Non, c'est vraiment génial ce qui est effectué ici par Dempsey. Et en fait, ça l'est tellement que des gens vont se poser la question de s'il n'y aurait pas eu triche. Notamment, les gens parlent de plâtre de Paris, qui est du coup une substance qu'on met sur des bandages pour les épaissir, ce qui permet de durcir les coups. C'est un truc qui est complètement interdit, hein. Truc qu'avait fait Margarito contre Cotto. Il y a des gens qui parlent d'avoir mis des pierres entre ses mains pour pouvoir alourdir un peu ses coups. Bon, Dempsey a toujours nié le fait d'avoir triché dans ce combat. Son manager Kearns a dit beaucoup plus tard, en fait quasiment au moment de sa mort, que oui, il a mis du plâtre de Paris sur ses bandes. Bon, on ne saura jamais la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dempsey n'a jamais en fait passé à tabac un homme de la même manière plus tard, et que c'est tellement impressionnant qu'on peut se demander s'il n'y a pas eu triche à ce moment-là. En tout cas, en fait, à l'époque, qu'il triche ou pas, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que Dempsey devient champion du monde des poids lourds avec une destruction de Willard. Il devient instantanément l'un des hommes les plus populaires du pays, et à la fois par son côté un peu bad boy, et à la fois parce que quel boxeur excitant à regarder. Et ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à l'époque, la boxe, c'est le sport le plus populaire. C'est peut-être même plus populaire que le football ne l'est actuellement. Et donc forcément, Dempsey devient catapulté comme la superstar des États-Unis. On va un peu le faire chier parce qu'il n'a pas fait la guerre, mais ça restera honnête. Et Dempsey va enchaîner des défenses de titre. Alors il va prendre un petit moment avant de faire sa première défense de titre, mais pour sûr, ça va être un champion qui va pas être actif, faut pas déconner, mais en gros il défend son titre à peu près une fois par an. Et en fait il va faire que ça, c'est-à-dire qu'il va combattre uniquement pour le titre. Donc il ne fera pas d'autres combats en dehors. C'était très commun à l'époque d'avoir des champions qui étaient très actifs et qui défendaient leur titre qu'une fois par an, mais qui s'enchaînaient quand même 15 combats par an. Dempsey, lui, va vraiment profiter de sa gloire et ne va combattre que pour ses défenses de titre, ce qui est en soi un truc en fait assez moderne. Donc il va avoir des bons adversaires pour ses défenses de titre. Il va en faire, alors, attendez, je vais compter, 1, 2, 3, 4, 5. Il va faire 5 défenses de titre. Une contre Billy Misquet, qu'il avait donc déjà battu plusieurs fois auparavant. C'est une défense de titre qui est à remettre dans un contexte. Misquet est malade, Misquet a besoin d'argent. En fait, il a une maladie qui va le tuer, une maladie au niveau du foie. Donc évidemment, Dempsey le détruit. Est-ce que Dempsey l'aurait battu sans sa maladie? Je pense que oui. Ça reste une victoire pour le coup, Misquet est malade. Il va aussi gagner par KO contre Bill Brennan. Il va avoir ce fameux combat du siècle contre Georges Carpentier, qui est notre boxeur français. Probablement le meilleur boxeur français, hein, je pense même meilleur que Cerdan. Je pourrais parler longuement de Carpentier, mais il y a déjà des gens qui l'ont fait sur YouTube. Donc je vous invite à aller regarder, en français, hein, j'entends, les vidéos sur Carpentier. C'est un monument de la boxe. Ce combat, en même temps, a été déjà très bien raconté sur YouTube. C'est le premier combat du siècle, hein. On a peut-être tendance à l'oublier, mais c'est la première fois qu'on a un stade qui a accueilli 100 000 spectateurs. Est-ce qu'on se rend compte? 100 000 spectateurs quand il y avait 2 millions de gens sur Terre? Actuellement, on est 8 millions. Est-ce qu'on verrait 400 000 spectateurs pour un match de boxe? Dites-vous, on a des images de ce combat, c'est tellement énorme, on ne voit même pas la fin de la foule. Et je me demande vraiment ce qu'ont dû voir les gens qui étaient tout au bout. Non, c'est vraiment exceptionnel. Bon, Dempsey va gagner ce combat. Alors voilà, en tant que chauvin, oui, mais Carpentier avait réussi à étourdir Dempsey, puis il s'est pété la main en l'étourdissant. Si c'était pas pété la main, il aurait gagné par KO. Peut-être. Bon, dans tous les cas, Dempsey va gagner ce combat. Dempsey va gagner faire une défense de titre au point contre Tommy Gibbons, qui était un excellent boxeur, hein, qui avait donné notamment à High des problèmes, et grand frère de Mike Gibbons, ancien champion poids moyen. Et enfin, il va défendre une dernière fois sa couronne contre Luis Angel Firpo, un Argentin, dans un combat, mais de fou, un combat où il va envoyer Firpo, je sais plus combien de fois à terre dans le premier round, et puis Firpo, à 2 doigts de se faire mettre KO, qui va échanger l'appareil à Dempsey, le foutre en dehors du ring, donc le mettre knockdown en dehors du ring, et puis Dempsey va revenir et va terminer Firpo dans le deuxième round. On a des images de ce combat, je vous jure, ça dure 4 minutes. Et c'est probablement le combat le plus mongol et le plus excitant que vous verrez de votre vie. Donc allez voir ce combat, vous en aurez pour 4 minutes. Et c'est indiscutablement parmi les combats les plus légendaires de l'histoire. À ce moment-là, on est en 1923, et vous voyez avec tout ce que je vous raconte que Dempsey est un combattant qui est tellement, mais tellement populaire. Et c'est normal, on est sur un type qui a tabassé Willard, comme personne n'avait jamais tabassé un champion. On est sur un type qui a fait le combat du siècle contre Carpentier. On est sur un type qui a fait peut-être le vrai combat du siècle contre Firpo. Évidemment, on est sur un combattant qui est au sommet de sa popularité. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir une grande période d'inactivité pour Dempsey. Pendant 3 ans, il ne va pas combattre. Il va revenir contre Gene Tunney, qui était à l'époque champion américain des mi-lourds.
Souvent, on considère que Tony est le premier champion mi-lourd à devenir champion poids lourd. C'est faux, hein, Tony était champion américain des mi-lourds seulement, puisque le vrai titre des lourds circulait entre Georges Carpentier, entre Battling Siki, voilà, il circulait dans des bonnes mains européennes, et en fait assez loin du continent américain. Il va perdre ce combat à la décision. Globalement, à ce moment-là, Dempsey, ça fait 3 ans qu'il n'avait pas remonté sur un ring. Tony, lui, c'est un combattant qui est vraiment en forme, qui a perdu qu'une seule fois contre Harry Greb. Et forcément, Dempsey perd ce combat. En fait, il se prend une leçon de boxe par Tony, qui est un boxeur très technique, qui va boxer derrière son jab. Et Dempsey qui... Alors, je pense que c'est injuste de considérer que c'est un mauvais boxeur technique, Jack Dempsey. C'est quand même un boxeur qui a des bonnes capacités défensives, qui est offensivement extrêmement bon. Mais bon, c'est pas un technicien. Et après 3 ans en dehors du ring, il se fait des marées. Malgré tout, à l'époque, ça reste un très très bon combattant, hein, qui est toujours très bien coté, qui est toujours très populaire. Il va affronter l'autre gros boxeur de l'époque, qui s'appelle Jack Sharkey, qui est un futur champion du monde poids lourd. À l'époque, les deux s'affrontent. Globalement, c'est la même chose. Dempsey se fait dérouiller dans tout le combat. Jack Sharkey devant au point, Jack Sharkey domine. Et au 7ème, Dempsey envoie un coup. On ne sait pas trop si c'est un coup au corps ou un coup bas. Reste que Dempsey, en tout cas, reste que Sharkey considère que le coup est trop bas. Sharkey va se plaindre à l'arbitre que c'est un coup bas, et il va en fait enfreindre la règle qu'on dit toujours aux boxeurs, protégez-vous à tout instant. Protect yourself at all times. Sharkey ne le fera pas, il va se tourner le dos, regarder l'arbitre, se plaindre, et Dempsey va lui envoyer un crochet plein de mâchoire qui va étaler Sharkey pour le compte. Et donc avec cette victoire, hein, puisque Sharkey était l'autre contender numéro 1 à la couronne de Tony, et bien avec cette victoire, Dempsey va s'autoriser une revanche contre Tony, revanche qu'il va perdre. Encore une fois, il va se faire démarrer par Tony, qui globalement domine de la tête aux pieds ce combat. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu une polémique sur ce combat, la fameuse polémique du long compte, puisqu'à un moment, de manière inespérée, au 7ème round, Dempsey, hein, qui se mange au final depuis 17 rounds une leçon de boxe par Tony, 10 rounds de premier combat, parce qu'à l'époque le championnat du monde s'était fait en 10 rounds, et 7 rounds sur ce combat-là, Dempsey arrive à trouver une ouverture, et envoie, parce qu'il a toujours une grande puissance de feu, Tony au tapis. Sauf que Dempsey, ça fait longtemps qu'il boxe plus, hein, je vous l'ai dit, il a quasiment 4 ans, il a boxé 2 fois, et il n'a pas boxé pendant 3 ans à un moment, donc c'est très long, et en fait, il va pas penser au fait d'aller au coin neutre. Sauf qu'au temps, la boxe a évolué, pour que le compte démarre, il faut aller au coin neutre, et Dempsey va rester devant Tony comme ça, comme il a fait contre Willard. Il va perdre des précieuses secondes, ce qui va permettre en tout à Tony d'avoir un compte d'à peu près 15 secondes. Tony va se relever, Tony va remettre sur sa mobilette, hein, il va clairement se mettre sur son vélo et pédaler en envoyant son jab, pendant que Dempsey essaie tranquillement d'aller le chercher. Mais Dempsey également a peut-être un petit peu des problèmes pour cadrer à ce moment-là. Tony est vraiment un technicien hors pair, et finalement il va passer en fait son seul grand moment du combat, et il va perdre au point ce combat. Suite à ça, il va décider de se retirer définitivement des rings, et donc après il va avoir une grande carrière d'arbitre, notamment il va arbitrer énormément de très bons combattants. Je pense notamment à Isaac Charles, dont on parlera un peu plus tard. Mais voilà, ce sera la fin de la carrière de Jack Dempsey. Globalement, quand on regarde comme ça, en fait, il y a des choses dont je n'ai pas parlé dans la carrière de Dempsey, et c'est du fait que Dempsey, on peut justifier qu'il ait esquivé des gens. Notamment, il y a, c'est ultra connu, un challenger, qui est en vrai le challenger numéro 1 poids lourd durant toutes les années 20. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jack Sharkey était le challenger numéro 1 des lourds au moment où Dempsey gagne contre lui, et que c'est pour ça que Dempsey a cette revanche contre Tony. Si Sharkey est considéré numéro 1, c'est parce qu'il a battu ce fameux challenger mystérieux dont je parle depuis tout à l'heure. Ce mec, c'est Harry Wills, on l'appelait la panthère noire, et c'est sans aucun doute le meilleur boxeur poids lourd des années 20. Derrière Dempsey, c'est un type qui a été en fait numéro 1 à la couronne des lourds pendant très très longtemps, mais qui a jamais eu sa chance pour le titre, pour une seule raison, il était noir, et donc il n'a pas eu sa chance pour le titre. Donc il était champion coloré des lourds pendant très longtemps, mais jamais champion lourd. Pour le coup, Dempsey voulait le combat. Mais son manager, Kearns, ne voulait pas ce combat-là. Évidemment, à la fois parce que c'était un combat dangereux, à la fois parce qu'il était noir et que c'était à la fois facile d'utiliser l'excuse du racisme pour pas combattre Wills, et à la fois, je pense, parce que son manager était aussi sûrement vraiment raciste. Donc voilà, bon, il y a bon dos. Dans tous les cas, il a esquivé indubitablement son challenger numéro 1, et c'est pour moi un truc qui forcément va énormément peser sur le règne de Dempsey. En fait, factuellement, pendant son règne, le champion, c'est pas lui. Je vais être dur dans mes propos. Le mec qui fait le rôle de champion du monde poids lourd, durant tout le règne de Dempsey, c'est Wills. C'est pas la première fois de l'histoire qu'on a ça, hein, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des moments où en fait, les champions font pas le rôle de champion.
Je pense à Robinson par exemple, qui de 42 à 46 fait le rôle de champion poids lourd, même si c'est pas lui qui a le titre. Bah là, Wills fait la même chose. Je pense à Tsiu, récemment, Tim Tsiu qui a fait ça en super welter, hein, qui a eu le rôle de champion sans avoir de titre pendant une bonne année. Bah là, c'est ça, sauf que ça dure plus qu'un an. Et c'est forcément un truc qui va venir peser sur la carrière de Dempsey. Il y a un autre truc également qu'on ne dit pas, c'est le fait qu'on ait un champion poids moyen à l'époque, qui s'appelle Harry Greb, qui est quoi, troisième meilleur boxeur de tous les temps, toutes catégories de poids confondues. Encore une fois, on a beaucoup de chance en France parce qu'on a donc des gens qui sont beaucoup renseignés sur la carrière d'Harry Greb. Je pense à Vincent, qui est connu dans la scène francophone. Je pense à Sendo Pacquiao, qui est également, je pense, un peu moins connu, mais quand même connu dans la communauté francophone. Qui sont deux mecs qui se sont énormément intéressés à la carrière de Harry Greb et qui ont fait des vidéos de 8 heures pour expliquer à quel point Harry Greb était génial en venant sur chaque nom qu'il a affronté en nous disant ce mec là il est génial. On a une chance inouïe parce que même en anglais il n'y a pas du contenu assez qualitatif sur Harry Greb, donc si vous voulez juste vous rendre compte de la qualité du boxeur Greb, allez voir ces vidéos là, peut-être même que je vous les mettrai en description si je suis pas trop un bolos et que j'y pense. Et d'ailleurs, un big up à Pacquiao, à la scène de Pacquiao et à Vincent. Et merci pour le contenu sur Greb. Dans tous les cas, Greb, à ce moment-là, est champion américain des mi-lourds et champion du monde des moyens et a envie d'affronter Jack Dempsey. C'est la grande volonté de Greb. Il veut sa chance à Dempsey. Et la légende raconte qu'il serait allé voir dans un camp d'entraînement de Dempsey son manager, Jack Kearns, en lui disant « Signe-moi ce contrat et donne-moi ma chance au titre contre Jack Dempsey ». Et il paraîtrait que Kearns lui a répondu avec un certain mépris, mais mon petit gars, t'es un poids moyen, t'as aucune chance d'affronter Dempsey. Et tiens, tu sais quoi, tu me fais tellement chier à vouloir avoir une chance contre Dempsey, alors que t'auras tellement aucune chance, mets les gants et va faire du sparring avec mon poulain. Et donc il paraît que Dempsey s'est retrouvé à faire un sparring avec Greb, et que Greb en fait aurait foutu une rouste à Dempsey, comme jamais Dempsey ne s'est mangé de rouste. Tant et si bien qu'il s'est pris une rouste au premier round, qu'il se ferait une rouste pendant le deuxième round, et que Dempsey aurait mis fin au sparring pendant le deuxième. Pardon, que Kearns aurait mis fin au sparring pendant le deuxième round, tellement il était dégoûté de voir Dempsey se faire complètement éclater par Greb. Dempsey c'était un mec qui était fier, c'était un bad boy. Dempsey aurait probablement été du genre à donner sa chance à Greb, aurait probablement été du genre à donner sa chance à Wills, mais comme on le voit, c'est pas très stratégique. Et comme je vous l'ai dit, Kearns est très très grandement responsable du succès qu'a eu Dempsey. C'est grâce à Kearns que Dempsey a pu devenir contenders, puis champion poids lourd. Et donc voilà, c'est peut-être aussi ce côté un peu téméraire de Dempsey, à prendre un petit peu qui est là et à affronter un peu tout le monde, qui lui causait aussi peut-être un peu des torts en début de carrière. Donc quelque part, c'est cette attitude qui a fait qu'il était champion. Évidemment, toute cette histoire avec Greb, je sais pas à quel point c'est vrai. Ça fait partie des grandes légendes de l'époque. Hein. Il y en a d'autres sur Greb, il y en a plein. Donc c'est partie des grandes légendes. Reste que, en tout cas c'est sûr, Dempsey n'a jamais affronté Harry Greb, Dempsey n'a jamais affronté Harry Wills, et clairement ça pèse grandement sur la carrière de Jack Dempsey. Maintenant qu'on sait tout ça, si on va à la caisse, on passe à la caisse et qu'on essaie de se renseigner un petit peu. Pourquoi Jack Dempsey est 13e sur mon classement des poids lourds? Ce qu'on voit, c'est que sur sa montée avant d'être champion, il a affronté des bons contenders, indubitablement, même si c'est vrai qu'il n'a pas eu la route pour devenir champion la plus difficile. Il aurait pu affronter plus de gens, il aurait pu affronter plus de très bons noms de l'époque, et voilà, il n'a pas trop galéré à avoir une chance pour le titre. Il y a des gens qui ont affronté beaucoup plus de contenders à l'époque et qui n'ont pas eu de chance pour le titre, genre Harry Wills. Et notamment, énormément d'excellents boxeurs de l'époque qui étaient noirs, Dempsey les a pas affrontés. Je pense à Sam Langford, je pense à Joe Janeth, je pense à Sam McVeigh, notamment ces trois-là, hein, qui étaient vraiment les trois gros boxeurs esquivés des années 10. Dempsey n'en a affronté aucun. Donc c'est quand même un type qui a pu affronter des bons boxeurs. Hein. Donc je pense à Batlin Levitsky, je pense à Flynn, je pense à Benny Miskey, je pense à Carl Morris. Je pense également, le dernier, j'ai son nom sous les yeux, je pense à Fred Fulton. Mais voilà, tous ces gens-là, c'est quand même des gens qui sont dans la carrière de Dempsey. Dempsey a eu un bon règne poids lourd. Il a affronté Jess Willard, qui est également l'un des pires champions poids lourds de l'histoire. J'avais parlé de John Ruiz comme étant l'un des pires. Jess Willard est également l'un des pires, malheureusement. Mais sa titre est tellement exceptionnel et tellement légendaire qu'en vrai, ça efface presque le fait qu'il ait affronté l'un des pires champions poids lourds pour devenir champion. Enfin, ça efface presque. Ça efface pas totalement, mais ça efface un peu. Il va avoir un bon run, il va défendre son titre contre Miskey, Brennan, Carpentier, Gibbons et Firpo, qui sont 5 bons boxeurs, notamment Miskey, même si encore une fois il était malade au moment du combat, Carpentier qui, fidèle à lui-même, était quand même champion européen des lourds, et puis Firpo, Gibbons qui était vraiment excellent, et puis Firpo qui a donné cette bataille légendaire. Ensuite il perd complètement de combat contre Tony, et il a cette petite victoire contre Sharkey, qui est pour moi peut-être la victoire sous-cotée de la carrière de Dempsey, parce que battre Sharkey en 27, c'est vraiment exceptionnel.
Mais encore une fois, hein, la réalité du combat, c'est que Dempsey se fait allumer pendant tout le combat et que, j'exagère presque, mais il met un lucky punch. J'exagère presque, mais bon, pour moi, cette victoire, c'est plus Sharky qui fait n'importe quoi que réellement Dempsey qui fait un beau coup d'éclat. Ce qui montre, c'est qu'il a la patate de pouvoir étaler un mec si jamais le mec est pas en position de combattre. Bon, voilà, c'est une victoire qui est extrêmement belle sur le papier. Quand on en regarde un peu plus en détail, pour moi, il est en fait pas si bonne que ça. Et si on rajoute au fait qu'en plus, il est esquivé Greve, qu'il a esquivé Wills, qu'il a une carrière où il était un champion qui a été très peu actif entre 23 et 26, ça fait qu'en fait, pour moi, on a un champion qui est pas si bon que ça, et qui a un règne qui est pas si bien que ça. On a une bonne qualité d'opposition, mais pour moi, ça manque soit d'avoir affronté les meilleurs de l'époque, soit d'avoir juste plus de noms à son palmarès, donc d'avoir affronté plus de personnes. Parce que voilà, j'ai déjà dit qu'Usyk serait plus loin. Bon, Usyk, il n'a pas affronté 50 noms non plus, mais il a vraiment affronté les meilleurs de son époque, ce qui est, on peut argumenter, pas le cas pour Dempsey. Et en même temps, Dempsey, c'est pour moi un combattant qui est surtout extrêmement populaire, extrêmement bien coté, de par son aura et de par ce qu'il incarne. Parce qu'un boxeur méchant, comme était Dempsey, c'était un boxeur qui était vicieux, qui avait la volonté de faire mal. C'est un boxeur qui, en ce sens, a beaucoup inspiré Mike Tyson. Et c'est vrai que Tyson, c'était un peu, dans ce qu'il dégageait, le Dempsey des années 80 et des années 90. Et donc vous voyez cette aura très magnétique qu'avait Dempsey. Ça évidemment que c'est quelque chose qui l'a rendu très populaire et qui a fait que c'est un boxeur qui est vraiment resté dans les mémoires. La preuve, hein, il a été rebalancé dans le manga d'Hajime no Ippo. Donc c'est un boxeur qui a vraiment marqué son époque. Pour autant, on est là pour décider de qui sont les meilleurs lourds de l'histoire. Et être charismatique, ça aide à être populaire. Mais pour moi, c'est pas censé rentrer en compte dans le fait d'être un grand poids lourd. Parce que sinon, j'allais dire n'importe quoi, je vais dire Jake Paul. J'exagère, Jake Paul n'est pas aussi charismatique que Dempsey. Mais vous avez l'idée. Je sais pas, j'essaie de penser à un combattant qui est presque... peut-être j'y penserai pas. Un combattant qui est devenu presque plus un mec du showbiz qu'un bon contender poids lourd. Bon, je sais pas, tant pis, là j'en ai pas. Mais je suis sûr qu'il y en a. Enfin, je sais qu'il y en a, mais. Et bon, là, tant pis, ça me vient pas. Peut-être le mettre en commentaire, ça me revient. Bref, en tout cas, voilà, ça reste vraiment très bien ce que fait Dempsey. Mais pour moi, c'est surtout un boxeur qui est parfois extrêmement haut classé dans les tops des gens. Parfois, Dempsey, on le retrouve au top 5 dans certains tops. Mais pour moi, c'est avant tout parce que c'est un type qui a été vraiment iconique dans le charisme qu'il avait, dans la popularité qu'il avait, et pour certains combats qu'il a fait, notamment contre Firpo, où c'est un des meilleurs combats, enfin, un combat les plus excitants que j'ai pu voir, et contre Willard, où, mon dieu, quelle prise de titre. Mais ça reste pas les meilleurs adversaires, et force est de constater que lorsqu'il affronte des bons adversaires, il s'est éclaté la gueule contre Tony, contre Sharky, même s'il gagne, il était quand même dominé. Et puis même contre Carpentier, il a pu manger. Bref, c'est un boxeur qui a quand même beaucoup galéré, et qui a encore une fois esquivé les meilleurs de son époque, Harry Wills, Harry Greb, notamment. Voilà, donc ce sera tout pour Jack Dempsey. Encore une fois, hein, si jamais vous voulez débattre un petit peu sur ce boxeur, si vous l'avez plus haut, plus bas, des choses à rajouter, n'hésitez pas. J'ai essayé de faire le portrait le plus complet, mais il y a forcément des choses à rajouter. N'hésitez pas également à me donner votre top 15, à essayer de deviner un petit peu qui peut se situer juste après. On va bientôt passer à la 12e place, qui peut être 12e, ça peut être sympa. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!